Bonjour chers étudiants, bienvenue dans cette première séance du cours de la macroéconomie. Dans cette partie introductive de notre cours, on va commencer par une définition de la macroéconomie, sa naissance, son évolution et aussi le champ d'application de l'analyse macroéconomique. Le deuxième point consistera en une différenciation entre la macroéconomie et la microéconomie. Ce sont en fait deux termes généralement opposés, mais les limites entre eux ne sont pas aussi claires qu'on pourrait le penser. Le troisième point de cette introduction va mettre en lumière les différentes opérations effectuées entre les acteurs de la vie économique dans ce qu'on appelle le schéma des flux circulaires et qui sera présenté en 4 étapes intégrant graduellement les agents, les marchés et les variables selon une approche globale. Le mot macroéconomie a été créé en 1933 par l'économiste norvégien Ragnar Frisch, donc c'est une discipline relativement récente. Cette discipline s'est d'abord développée à partir des concepts élaborés par Keynes dans son ouvrage considéré comme l'ouvrage économique majeur du XXe siècle, La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. La macroéconomie, dans son acception la plus large, peut être considérée comme la discipline qui étudie le fonctionnement économique d'un pays dans son ensemble et qui cherche à expliquer sa performance globale. Autrement dit, la macroéconomie est la partie de la science économique qui analyse les phénomènes économiques globaux. Il s'agit d'une agrégation de comportements individuels à une échelle nationale ou internationale ou d'un secteur de l'économie. La macroéconomie cherche à expliquer les relations entre différents indicateurs macroéconomiques, tels que l'investissement, la consommation, le taux de chômage, l'inflation, etc. Par ailleurs, la macroéconomie est très utilisée par les États, les institutions internationales et les organismes privés pour tenter de prédire les évolutions des différentes variables en fonction des transformations de l'environnement politico-économique. Alors là, on arrive à une question très fréquente qui se pose souvent. Quelle est la différence entre la macroéconomie et la microéconomie? Le premier constat est que ces deux termes se composent de deux parties, micro et macro plus économie. Micro et macro, ce sont des affixes d'origine grecque signifiant petit et grand. D'une manière générale, on peut considérer la microéconomie comme l'étude de la prise de décision par les ménages et les entreprises. Elle examine les prix des biens individuels et les structures de marché dans lesquelles ces biens sont produits. Par contre, la macroéconomie, comme on a expliqué, traite des agrégats. Elle est l'étude de l'économie dans son ensemble. Dans la macroéconomie, on examine l'économie à travers des indicateurs et des grandeurs. Elle s'oppose à la microéconomie qui se concentre sur des facteurs qui influencent les décisions des agents économiques au niveau individuel. Afin d'illustrer la différence entre la macroéconomie et la microéconomie, on peut donner cet exemple. Supposons que pendant une période de récession, un employé a perdu son emploi. Si nous cherchons à étudier comment cette baisse de revenus affecte la consommation de cet employé, ce sujet sera donc étudié en microéconomie. Pourquoi? Parce que nous regardons les actions d'un individu, un seul individu. Ici, nous sommes sur une échelle individuelle, raison pour laquelle le sujet doit être analysé sous l'angle de la microéconomie. Un deuxième exemple, supposons maintenant que pendant cette même période de récession, le taux de chômage a augmenté à 11%. Ce taux de chômage global et ses effets sur la demande globale seraient étudiés en macroéconomie. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse dans cet exemple à l'étude de la relation existante entre deux indicateurs macroéconomiques, à savoir le taux de chômage global et la demande globale. Pour étudier la macroéconomie, on va faire appel dans cette séance introductive à ce qu'on appelle le schéma des flux circulaires. Alors ce schéma peut être défini comme étant un instrument pédagogique qui permet d'illustrer les relations qui existent entre les différents agents économiques et les principaux marchés. Comme on a précisé auparavant, ce schéma sera présenté en 4 étapes
intégrant graduellement les agents, les marchés et les variables selon une approche globale. Alors on va commencer par la forme la plus simple, c'est-à-dire la situation dans laquelle on ne tient compte que de deux catégories d'agents, à savoir les ménages, c'est-à-dire les ensembles de personnes partageant le même logement et participant à son économie, et les entreprises qui sont des unités de production des biens et services. Sur ce schéma, il y a lieu de distinguer deux sphères importantes de l'activité économique. On a la sphère intérieure qui montre que principalement, les ménages obtiennent des biens et services auprès des entreprises et en contrepartie, les ménages fournissent des services productifs aux entreprises. C'est-à-dire que la main-d'œuvre des entreprises est constituée principalement par les ménages. Ici, on parle donc de la sphère réelle de l'économie. On peut voir aussi la sphère extérieure qui traduit les flux monétaires existants entre ces deux agents économiques et qui sont le résultat des échanges identifiés par la sphère réelle. Le schéma montre que les ménages obtiennent un revenu monétaire sous forme de salaire en échange de leurs services productifs. Et ce n'est qu'en dépensant ce revenu monétaire contre des biens et services que les entreprises peuvent avoir des recettes qui servent au paiement des revenus des ménages. Dans la sphère nominale, on échange une dépense monétaire, c'est-à-dire l'argent dépensé par les ménages pour obtenir des biens et services auprès des entreprises, contre un revenu monétaire versé par les entreprises au profit des ménages comme une rémunération de leurs services productifs. Alors les relations entretenues entre ces deux agents nous permettent d'identifier deux marchés sur lesquels les ménages et les entreprises effectuent des échanges et où chaque transaction implique un flux réel et un flux monétaire. Sur le marché des biens et services, les ménages versent des recettes aux entreprises, donc on parle ici d'un flux monétaire, en contrepartie des biens et services produits par ces entreprises. Et dans ce deuxième cas, il s'agit d'un flux réel. Par ailleurs, sur le marché du travail, les entreprises versent des revenus aux ménages en échange des services productifs que ceux-ci leur rendent. Passons maintenant à la deuxième situation. Si on considère que durant une période donnée, les entreprises et les ménages ont décidé de ne pas affecter une partie de leurs ressources à la consommation. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont épargner. C'est-à-dire qu'ils vont confier une partie de leurs ressources à des organismes financiers, comme les banques, qui vont par la suite les rémunérer par un taux d'intérêt. Alors cette deuxième version améliorée du schéma initial va faire apparaître ce qu'on appelle un marché financier local qui met la lumière sur l'épargne effectuée par les ménages et aussi par les entreprises. Ce marché financier va consacrer la somme de l'épargne, qu'on va nommer épargne privée, de ces deux agents, c'est-à-dire les ménages et les entreprises, pour des fins d'investissement à la fois pour satisfaire les besoins de financement des ménages que pour combler ceux des entreprises. Le schéma des flux circulaires est en réalité un circuit fermé dans lequel le revenu global est toujours égal à la dépense globale. Dans la mesure où une partie du revenu gagné par les ménages et les entreprises est épargnée, cette épargne sert à financer les projets d'investissement des uns et des autres, d'où l'égalité entre l'épargne privée et l'investissement privé. À ce niveau, on va intégrer dans notre schéma des flux circulaires les administrations publiques. Dans ce cas-là, les ménages et les entreprises ne sont pas les seuls agents économiques. Donc, les biens et services produits par les entreprises peuvent être également achetés par les administrations publiques. En effet, et afin qu'elles puissent assurer leur fonctionnement, les administrations publiques engagent des budgets pour couvrir la consommation courante et aussi pour l'investissement ou pour l'acquisition du capital fixe. Ceci peut être traduit par l'équation qui figure sur le schéma G égale CG plus IG. CG, c'est pour la consommation courante des administrations publiques et IG, c'est pour l'investissement. Donc, les dépenses des administrations publiques est la somme de la consommation courante
et l'investissement dédié pour l'acquisition du capital fixe. Le schéma nous montre que les ressources des administrations publiques proviennent essentiellement des impôts de toutes sortes. Ces derniers servent aussi à effectuer des transferts comme les aides sociales, les subventions, dans le but de répartir le revenu global d'une manière égalisée et équitable au sein de la société. L'égalité entre la dépense globale et le revenu global va prendre donc en considération les dépenses des administrations publiques, et l'équation initiale va prendre cette nouvelle forme en intégrant la composante G. À l'épargne du secteur privé s'ajoute maintenant l'épargne gouvernementale. L'épargne gouvernementale correspond au surplus budgétaire du gouvernement, soit l'excédent des recettes fiscales sur les transferts et sur les dépenses courantes. C'est la source première de financement des dépenses et investissements publics. Ceci permet finalement d'exprimer l'égalité entre l'épargne et l'investissement en tenant compte des opérations du secteur public de la manière suivante. La somme de l'épargne publique et l'épargne privée est égale à la somme de l'investissement public et l'investissement privé. Il faut préciser que la somme de l'épargne privée et l'épargne publique représente l'épargne nationale. On arrive maintenant à la situation dans laquelle l'économie est ouverte sur son environnement externe. C'est-à-dire qu'on va intégrer maintenant dans notre schéma les non-résidents qui comprennent les ménages, les entreprises et les administrations publiques des autres pays avec lesquels on a des relations commerciales. Dans ce cas-là, les biens et services produits peuvent être achetés par les non-résidents. Ce sont alors les exportations, c'est-à-dire qu'il y a une action de la vente d'une partie de la production nationale à l'étranger. Par ailleurs, les ménages, les entreprises et les administrations publiques achètent des biens et services aux non-résidents. Ce sont alors des importations, c'est-à-dire que les résidents sur le territoire national ont aussi la possibilité d'acheter des biens et services de l'étranger. C'est pourquoi, comme vous voyez sur le schéma, l'équation de l'égalité entre la dépense globale et le revenu global intègre l'exportation et l'importation. Enfin, les échanges internationaux ne se limitent pas aux seules importations et exportations des biens et services. L'épargne aussi franchit allègrement les frontières et dans les deux sens. À l'épargne nationale s'ajoute enfin l'épargne internationale ou épargne du secteur extérieur. Celle-ci provient du commerce international des non-résidents avec l'économie nationale. Elle est donc égale à l'importation moins l'exportation, soit du point de vue des non-résidents, l'excédent de leurs recettes du commerce international, avec le pays sur les paiements effectués pour acheter les produits nationaux. Ceci permet finalement d'exprimer l'égalité entre l'épargne et l'investissement en tenant compte des opérations du secteur extérieur de la manière suivante. La somme de l'épargne privée et l'épargne publique et l'épargne du secteur extérieur est égale à l'investissement. Voilà donc, c'était un éclairage sur les concepts de base de la macroéconomie. Dans cette partie introductive, nous avons eu l'occasion de définir la macroéconomie et aussi la distinguer de la microéconomie. On a analysé également les agents économiques à travers leurs fonctions, leurs ressources et leurs dépenses, et aussi leurs interactions avec les différents marchés à travers ce qu'on a appelé le schéma des flux circulaires, qui a été présenté en fait en 4 étapes graduelles, durant lesquelles on a démontré que la production est un synonyme de revenu, et aussi on a démontré l'égalité entre le revenu global et la dépense globale. Cette introduction a été une occasion pour appréhender les concepts d'épargne et d'investissement qui seront étudiés en profondeur durant les prochaines séances. La deuxième partie de notre cours sera consacrée à l'étude des indicateurs utilisés par les économistes afin de mesurer la performance globale d'une économie.